Ironhide, page 207. Wild, nous avons encore besoin de vous. Les Sidoniens menacent un espace stratégique. Bien que vous les avez battus plusieurs fois, vous devez nous rejoindre le plus tôt possible aux coordonnées géographiques Est 21 Sud 05 sur la carte de la ville de Los Angeles. Sans attendre, Wild quitta l'assemblée délicatement. Il alla chez lui, embrassa tendrement son épouse, et chevauchant sa puissante cylindrée, il enfila un casque léger. Prenant la direction du lieu de rendez-vous comme convenu, la campagne américaine était paisible. Wild roulait sereinement vers le lieu où il allait retrouver les étranges visiteurs du ciel. Scrutant les plans de la ville, il s'arrêta dans l'endroit indiqué. Les lieux étaient visiblement déserts. Quelques fermes au loin, mais apparemment aucune habitation proche pouvant déceler l'arrivée d'une soucoupe volante. Wild attendit patiemment. Un van passa devant lui à toute allure. Tony le regarda s'éloigner. Tout à coup, les nuages se formèrent. Wild contempla le ciel au-dessus de lui. Tout devint gris. De gros cumulus empêchaient de voir le ciel bleu à plusieurs miles à la ronde. La campagne devenait sombre. Wild sentit le froid entourer les lieux. Le soleil allait se coucher. Wild regarda sa montre. Ma moto, je dois la cacher à présent, en l'abandonnant dans la nature pourvu qu'elle reste en sécurité, pensa-t-il. Des lueurs se formaient déjà au-dessus de sa tête. L'engin spatial était de nouveau là, silencieux. Wild sentit ses cheveux se dresser. Tournant sur lui-même, la soucoupe approchait. Le colonel Wild calcula qu'elle fut à une dizaine de mètres d'altitude. Enveloppé dans du brouillard dense, il fut happé par un puissant champ magnétique qui le fit pénétrer à l'intérieur du vaisseau. La soucoupe volante disparut du lieu, se camouflant dans les éclairs silencieuses. Wild, semi-conscient, avait la sensation que son cœur chauffait. Ses nerfs étaient cependant reposés. « Bienvenue dans notre engin, Tony », lui dit la voix d'Ironhide. La soucoupe atteignit la station spatiale d'Uranie, cachée à l'abri des observations humaines. Les Uraniens, dont les visages pouvaient changer d'identité et prendre n'importe quel portrait, l'attendaient. Wild était de nouveau prêt à être dirigé vers la zone des combats. Il entra dans le chasseur spatial et, enclenchant ses propulseurs, atteignit rapidement la porte spatio-temporelle. Le colonel Wild se vit téléporté dans le temps vers les Sidoniens. Son chasseur pénétra la zone de combat. Wild, tenant son gouvernail de direction, abattit plusieurs vaisseaux sidoniens, une vingtaine. Les Sidoniens n'avaient aucune emprise sur lui. Les chasseurs se désengageaient chaque fois qu'il ouvrait le feu de son étrange rayon d'énergie. « Nous avons réussi, Wild. Toutes nos félicitations, dit Ironhide 5 dans ses tympans. Wild sentit son cœur se comprimer. Il perdit connaissance mais se réveilla à nouveau. La porte spatio-temporelle lui fut indiquée. Wild la franchit. La valeur de temps le projeta à quelques centaines de kilomètres de la Terre et de la station en orbite secrète. L'extraterrestre lui indiqua le chemin de retour. Pendant ce temps, dans une section de la base d'Uranie, Ironhide 4 et 5 entamèrent le processus de retour et d'arrimage du chasseur stellaire. Wild s'endormit sous l'effet d'une seringue à pression sans aiguille. Il se réveilla couché sur un matelas. Les Uraniens le regardaient, l'air apparemment satisfait. Le conseil de guerre de notre planète, dont la base est actuellement sur la planète Uranus, vous fait allier de notre cause contre les Sidoniens, dit Ironhide 5. Wild regarda l'étrange être et sourit de satisfaction. Les êtres venus de l'espace étaient victorieux. Ils avaient gagné une nouvelle fois. Le colonel Wild se sentit heureux. Un long moment, il écouta la voix d'Hélène qui lui parlait sur un petit récepteur. « Où es-tu donc, Tony? Dans un bar ?» demanda-t-elle. « Non, chérie, je rentre bientôt à la maison, » répondit Wild. « Mais d'où me parles-tu? » « Cela n'a pas d'importance. Prends bien soin de la maison. » Hélène resta pensive. Elle se dirigea vers la cuisine et, méditant devant le jardin, dévora un sandwich. À ce moment, loin de là, Wild, propulsé dans la soucoupe volante, se sentait dans une substance liquide respirable, comme du gel. Le lieu était obscur. Un écran de petite taille laissait défiler une trajectoire spatiale, coordonnée par les Uraniens. Tony Wild regardait la courbe atteindre une très grande vitesse. Il ne put s'empêcher de dormir. Ses tympans se bouchaient. Il ne perçut aucun son. Si, un bruit strident, mais étouffé et continu. Le colonel se réveilla dans un champ, non loin de sa moto. Il se leva en titubant, regardant le ciel couvert. Il commença à pleuvoir. Wild mit en marche son deux roues. La puissante Yamaha démarra au quart de tour. Après avoir revêtu son casque, il resta un instant les jambes molles. Son cœur lui faisait mal.
La bouche amère, il accéléra prenant la route principale de Los Angeles. Wilde s'arrêta dans un drugstore, resta immobile à contempler les bulles de sa bière. À la télévision, les publicités défilaient inlassablement. Il avait marqué un nouveau score contre les Sidoniens. Tony Wilde but sa bière blonde et légère, puis commanda une autre tout aussi glacée. Il reprit son chemin, l'esprit gai. Un van le suivait. Wilde s'en aperçut rapidement. Il continua à l'observer dans le rétroviseur. Soudain, deux individus sortirent des mitraillettes et ouvrirent le feu sur lui. Sans raison, stupéfait, Wilde accéléra. Il roulait maintenant à grande vitesse. Le van approchait, des balles sifflaient à côté de lui. Il se baissa pour éviter le pire. Ces hommes trapus et portant des lunettes noires continuaient à décharger leurs chargeurs en sa direction. Une voiture de police arrêtée prit le groupe en chasse. Par radio, le shérif avertit toutes les unités du comté. « Ces fumiers se croient dans un western, dit le sergent. Très vite, le van ralentit et ouvrit la porte arrière. Un homme chauve, habillé en tenue de para, visa la voiture du shérif avec un anti-char. La roquette atteint l'avant de la voiture explosa. La Mercury et le capot ouvert s'étaient rabattus sur le pare-brise. Prit feu et alla se perdre dans le décor de la campagne. Wilde était loin. Sa moto roulait à près de 200 km à l'heure. Le van roula longtemps, traqué par des voitures de police et un hélicoptère Jet Ranger 3. Wilde pensa, qui pouvaient être ces malfaiteurs? Un barrage de police lui demanda de s'arrêter. Wilde expliqua en détail ce qui s'était passé. Wilde entra chez lui épuisé. Il prit un bain chaud, raconta à sa femme toutes ses aventures de la journée. Le van fut intercepté et le shérif éjecté de la voiture par la force de l'impact fut sauvé. Les trois malfrats avouèrent leurs méfaits après plusieurs interrogatoires. Ils expliquèrent qu'ils voulurent venger leurs amis arrêtés pour l'affaire du sac d'héroïne, la fameuse descente de police du général Harry. Les Sidoniens contre-attaquent. Épuisé, chapitre 9. Épuisé, Tony Wilde s'endormit. Sa femme, Hélène Curtis, aussi. Au matin, Wilde prit un petit déjeuner. Il expliqua à sa femme tout ce qu'il avait vécu. Elle le crut en bonne américaine et légitime épouse. Wilde fut contacté par le général Harry Stevenson en fin de journée. Wilde, je suis rentré de Belgique. Nous avons avancé de 3 secteurs selon Aérodite. Je n'en ai pas cru mes yeux. J'ai fait une bonne petite affaire. On va voyager, Wilde. Un petit tour de détente sur mon yacht. Mon yacht, Tony. T'as fait du bon boulot, Tony. Je serai chez toi demain. Et il raccrocha. Wilde contacta Miss Gloria à Boston. Hello, Miss. C'est le commandant, Wilde. Bonne soirée, commandant. Thomas Hawker a téléphoné. Il désire vous parler au sujet d'une affaire, mais à titre personnel. Dites-lui de nous contacter le plus vite possible. Vous nous manquez à Boston. Vous me manquez aussi, Miss. Au revoir. Elle raccrocha. Wilde resta pensif. Tous ces événements l'avaient bouleversé. Wilde signala l'agression par le mystérieux van à un certain capitaine de police du nom de Fletcher, Harrison Fletcher. L'homme en uniforme écoutait attentivement les déclarations de Tony Wilde. Fletcher notait tous les événements avec minutie. Des hommes ont ouvert le feu sur vous et sur le shérif. Nous avons des nouvelles de ces faits, dit Fletcher. Il reprit. Ils ont utilisé une arme interdite par la loi de l'État, une arme anti-char. Ce sont sans doute des professionnels et il y a d'autres complices avec eux et nous avons établi des barrages sur un rayon de plusieurs dizaines de miles. Wilde. Dès que le van roulera, il sera signalé. Mais vos agresseurs, Tony, étaient-ils en uniforme? Non, dit Tony. Ce sont probablement un groupe de terroristes, expliqua Fletcher. Que vont-ils faire? Que veut-il exactement? Dit un sergent de police. Ils veulent ma peau, expliqua Wilde. Je vais placer une ronde toutes les demi-heures près de votre domicile, dit Harrison. Je vous remercie, dit Wilde, en quittant le bureau de police sans parler des extraterrestres. Le shérif fit un rapport qu'il présenta au tribunal en une déposition au nom de Wilde, Tony Wilde, commandant de police internationale, filiale d'Interpol. Dans une propriété privée, le camion du reste des malfaiteurs était stationné dans un hangar fermé, à l'abri de tout regard. Les agresseurs de Wilde jouaient aux cartes dans une chambre pour se remettre les nerfs en forme. L'un d'eux prit la parole. Wilde s'en est sorti cette fois. L'opération est un échec. Nous avons la police aux trousses. C'est lui qui a fait rater le hold-up et arrêter nos amis, dit l'un d'eux avec l'accent sicilien. Pas de doute, ce groupe de terroristes était une famille de l'étoile, la mafia. L'attaque de la Texas Bank qui avait raté était constituée de complices appartenant à cette famille sicilienne. Wilde, en s'interposant, avait attiré sur lui les services mortels de la branche de cette famille. Le boss en question ne parlait pas, il ne pipait aucun mot. Il jouait pour se détendre nonchalamment.
Je pense à une seule chose, comment faire disparaître l'arme anti-char, déclara-t-il en souriant. Nous allons tout faire pour l'abattre, dit un mafiosi. Oui, nos amis ont pris pour 10 ans de tôle et ce salaud de Wilde a l'air de vivre dans du miel, dit un autre surnommé Chichi. Rico, tu as préparé des pâtes, je les veux à la tomate au fromage très assaisonné, reprit le chef de famille, un parrain aux moustaches et à la peau ridée. Le groupe mangea goulûment, écoutant de la musique sicilienne. Ils se gavèrent de vin italien pendant 2 heures, ivres de bonheur et de liberté. Ils dansèrent pendant 1 heure. Des femmes, des gonzesses, des madones de l'amour, cria l'un d'eux. Non, pas de femmes, du moins pas ce soir, hurla le chef Giovanni. Alfredo Giovanni, dit Don Giovanni. Les flics sont à nos trousses, expliqua celui-ci, en bougeant son bras au groupe qui avait cessé de danser et le regarder. Un coup de fil fit reprendre les esprits au groupe. Ils étaient 5 presque ivres. Don Giovanni expliqua que le fait de se débrouiller des femmes les laisserait repérables par la police. Mario, si tu peux être content de ton travail, le sergent Strafford est indemne ainsi que son compagnon de patrouille. C'est la bagnole qui a tout pris. Et il posa le téléphone d'un geste vif. C'est un boss qui m'a contacté. Faites moins de bruit, je vais me coucher. Don Giovanni quitta le petit groupe. Le lendemain, Wilde reçut Stevenson. Sa femme Hélène faisait le marché. Le général entra. Il était visiblement en pleine forme. Tony, tu as l'air de péter le feu, dit Harry. J'ai eu un accrochage avec de mystérieux agresseurs. Un van m'a donné la chasse après que l'engin spatial m'ait quitté. Tu as fait un sacré boulot, tu sais. Le dernier rapport secret explique que les Sidoniens ont reculé de plusieurs secteurs. T'es un héros, Tony. Aéronide nous a contactés par personne interposée pour la première fois. Moi, avec de vieux compères, j'ai tenté une opération. Mais je préfère ne pas t'en parler. Un renard dans le poulailler. Ah, sacré Tony, dit le général en s'affaissant de tout son poids sur un fauteuil en cuir. Wilde, les yeux rivés sur une feuille de papier officiel, se plongea dans une lecture. Le président des États-Unis vous félicite pour la lutte contre le terrorisme. Le président, se demanda Tony Wilde d'un air surpris. Tony, le président est mis au courant en secret de l'existence de ces êtres venus de l'espace. Les Sidoniens sont une forme de terrorisme interplanétaire. Les Uraniens nous forment pour les combattre. Si les méchants gagnent, ils imposeront leur joug à l'humanité tout entière. Nous deviendrons alors une race d'humanoïdes soumise à l'extraterrestre hargneux. Wilde regarda le général longuement. Il prit la parole à son tour. Général, je suis très heureux d'apporter mon soutien à la noble cause de la défense de l'humanité. Mais n'existe-t-il pas d'autres pilotes pour défendre notre planète ? Les Uraniens ne peuvent pas choisir n'importe qui, Wilde. Ils savent beaucoup de choses et sont mieux renseignés que quiconque pour établir une conclusion à votre question. Votre organisme est adapté à la mission voulue, dit le général. Wilde se leva. Cognac, général, lança-t-il. Pourquoi pas, colonel, dit le général, les yeux avides et décidés. Wilde servit le général. Celui-ci saisit le verre d'alcool qu'il but doucement, en se léchant les lèvres et en goûtant la saveur sucrée du Napoléon. Sacrée tête d'obus de Wilde, tu ne te sépares jamais de la bonne bouteille. Il faudra toujours que je trouve chez toi un bijou rare et précieux qui me fera aimer la vie, affirma le général. Wilde, repose-toi quelques jours, j'ai une affaire à te proposer. Une nouvelle mission, interrogea le colonel de l'Hussar Force. Oui, quelque chose de vraiment spécial, dit Harry. L'officier supérieur se leva et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit, faisant un signe d'au revoir. Harry marcha sous le vent quelques minutes vers la sortie du domicile de Wilde. La porte du jardin s'ouvrit. Une limousine noire au pare-brise fumé s'arrêta. Stevenson s'y installa. L'automobile démarra sous les yeux de Wilde. 2 jours après, Wilde fut contacté par son ami, le général Harry Stevenson. Il lui parla en précisant. « Wilde, j'ai été transféré à la base du Grand Canyon. Tu vas bientôt me rejoindre. Prends l'avion dès que tu peux. »« Ok, général, je serai bientôt parmi vous. Tu es passé un grade supérieur, dit Harry. » « On va te décorer, Tony. Sois heureux, reprit Harry. Tony Wilde revêtit son uniforme bleu de l'armée de l'air. Il était très heureux, très heureux. Il devait aller voir le général au Grand Canyon dans une nouvelle base qui lui devait être précisée plus tard. Une automobile s'arrêta devant chez lui. Wilde dit au revoir à sa femme Hélène Curtis. « Madame Wilde, je vous dis à bientôt, cria-t-il en riant. Il l'embrassa, ses yeux lançaient des éclairs. Wilde s'assit tranquillement dans la luxueuse voiture bleue sombre de l'armée de l'air. C'était une Cadillac aux vitres blindées qui démarra doucement et disparut dans un virage à destination de l'aéroport de Los Angeles. Wilde respirait l'air conditionné, glacé qui lui fouettait les narines. Son téléphone portable sonna.
C'est pour vous, mon colonel, dit le chauffeur en lui tendant l'appareil. Oui, ici Tony Wilde, police internationale. Sacré Wilde, dit le général. Oh, pardon, général, ici le colonel Tony Wilde, armée de l'air des États-Unis. Colonel, je vous attends. Toutes vos missions ont réussi. Je vous félicite. Vous trouverez des hommes à l'aéroport de Los Angeles. Ils vous indiqueront l'itinéraire à suivre. À bientôt, Wilde. Je suis fier de vous, dit le général. Tony se promena dans l'aéroport de Los Angeles. Il rencontra 2 officiers du Pentagone. Tony fit connaissance de ces hommes bien habillés et parlant d'une façon posée. Chapitre 10. Le rapport Condor. Je suis Brad, Hamilton Brad, monsieur Wilde, et je suis chargé de vous remettre votre billet pour l'État du Colorado, dit l'homme aux lunettes. Je prends vos bagages, monsieur, dit un porteur de l'aéroport en poussant un chariot. Non, je n'en ai pas de si lourd que cela, merci, répondit-il. Voulez-vous prendre un verre, dit le second homme qui n'avait pas donné d'identité. Oui, pourquoi pas, reprit Wilde. Les 3 hommes se rendirent à un bar de l'aéroport. Wilde commanda un cocktail à la cerise. Les 2 hommes du Pentagone prirent des whisky. Wilde, en uniforme des États-Unis, retira sa casquette et but doucement son cocktail de fruits. Il quitta les hommes du Pentagone après une demi-heure. Son avion, un 777 de l'American Airlines, fendit le ciel de Californie à destination du Colorado. D'un verre, j'arrive, et il ferma ses yeux. Une jeune et jolie femme s'assit à côté de lui, mais Wilde, le cœur captif de son amour pour son épouse, n'y prêta pas attention. Son esprit était fidèle à sa femme, Hélène Curtis. Une hôtesse de l'air lui servit un chocolat chaud. Wilde en demanda un autre. Les turbulences le gênaient bien qu'il fût le seul humain à avoir pris place dans une soucoupe volante. L'OVNI est plus stable et moins désagréable que ces luxueux avions, pensa-t-il. Le 777 du vol Tango 2007 de l'American Airlines se posa sur la piste principale de l'aéroport de Denver. Wilde retira les écouteurs de musique avec regret. Il aimait la chanson de John Bon Jovi, Dead or Alive. Wilde descendit du long courrier. Il présenta son billet au contrôle. « Ok, vous pouvez y aller, dit l'agent de sécurité. » Tony Wilde marcha seul vers la sortie du bâtiment. 2 militaires en uniforme l'attendaient patiemment. « Vous êtes Monsieur Wilde ?»« Oui, c'est bien moi, répliqua Wilde. Les 2 militaires se mirent au garde à vous. « Capitaine Gary, lieutenant-major Bruce, dirent-ils successivement, nous avons ordre de vous mener jusqu'à la nouvelle base de l'air du Colorado, mon colonel, reprit Gary. Les 3 officiers grimpèrent à bord d'une 4x4. Wilde se mit à l'arrière. Peu après, ils prirent la route de la nouvelle base du Grand Canyon. C'est une base secrète récemment aménagée. Le 4x4 roulait sur un chemin large et dégagé. Wilde, au bout d'une heure de route, s'endormit. Il fut réveillé plus tard par le contrôle à l'entrée de la base. Des military police scrutaient attentivement les papiers de nos amis. « Ok, vous pouvez entrer, dit l'un d'eux finalement. Le 4x4 pénétra dans une zone où s'entraînaient des parachutistes. Wilde tourna sa tête vers une machine étrange. « C'est un porteur de troupes, une révolution à cheval entre l'avion et l'hélicoptère. » En plus, il n'utilise que l'air comprimé pour ses réacteurs, dit Gary. Habillé d'un uniforme décoré, le général Stevenson apparut. « Tony, bienvenue au Colorado, dit celui-ci. » Wilde sortit de voiture. Il se dirigea vers Harry en saluant de la main sur la casquette. « À vos ordres, général. » Un groupe de soldats passa devant eux. Ils s'arrêtèrent et saluèrent. « Wilde, venez avec moi au quartier général, dit Harry. Stevenson. » Les 2 hommes entrèrent dans une construction qui disparaissait au fond du sol, un souterrain éclairé, un ascenseur qui descendit au 5e sous-sol. L'ascenseur s'ouvrit. Devant un immense écran s'affairaient des militaires. Le général parla dans un micro. « Général Stevenson, colonel Wilde. Code de sécurité Gaïa. » Sur l'écran, des satellites militaires faisaient mouvement. Le général entra dans un bureau. Il s'assit, en enlevant sa casquette qu'il posa à côté de lui. Wilde s'assit en face de lui. « Qu'y a-t-il au rapport ?»« Rapport terminé, dit une voix dans une radio. Le général scruta des papiers devant lui. Il dévisagea Wilde un instant et dit « Wilde, vous êtes passé au rang de commandant en chef de l'opération Bouteille stellaire. Je vous félicite. Voici vos décorations. » Et il indiqua un écran informatique où l'uniforme de Wilde sous matricule reçut des décorations. « Je ne peux vous décorer en cérémonie. Votre mission doit rester secrète, expliqua le général Harry. Il s'assit alors confortablement dans son fauteuil, scruta des documents et s'adressa à Wilde.
Colonel, voulez-vous prendre des notes? Vous avez fait un excellent travail. Les Sidoniens ont reculé de plusieurs zones. Ils ne menacent plus la planète Uranus. Les Sidoniens avaient tenté de placer une de leurs bases sur cette planète que l'on dit inhabitée. Ils ne peuvent vivre vraiment sur Uranus, mais sa structure pourrait leur permettre d'accéder au passage spatio-temporel où vous les avez surpris. Les Sidoniens ne peuvent atteindre directement la Terre. Leurs vaisseaux sont incapables de manœuvrer dans la ceinture d'astéroïdes. Ils ont cependant placé une défense sur toute la section la plus fragile, près à pénétrer l'espace défendu par nos alliés uraniens. Tout à coup, un bruit de sirène se fit entendre. « Alerte rouge !» dit un haut-parleur. « Quelle est la raison de cette alerte » demanda le général aussitôt. « Nous avons perdu le contrôle d'un missile, général, dit une voix inquiète. Ici le colonel Steve Holgart. Alerte rouge. Mettez la base en état d'alerte générale et envoyez le message au Pentagone, dit le général Harry Stevenson. Deux hommes en combinaison blanche entrèrent dans le quartier général. Je suis le professeur Maximilien. Général Stevenson, nous avons perdu le contrôle d'un de nos missiles, expliqua celui-ci. Nous allons suivre sa trajectoire, dit Harry. Tous se ruèrent activement vers l'écran géant. Wilde marchait vite. La nervosité s'était emparée de son être. Restez calme, fit le général. Nos amis débouchèrent sur une salle de contrôle où des hommes en combinaison blanche couraient, allaient et venaient sans arrêt tels des insectes devant un écran de suivi de trajectoire spatiale. Un homme en uniforme entra brièvement dans des explications. « Général Stevenson, nous venons de perdre son contrôle il y a environ 3 minutes et 40 secondes, dit celui-ci. C'est le Condor, un de nos derniers missiles extra-stratosphériques de l'Air Force. 100 tonnes, il n'obéit plus aux commandes, général, dit un ingénieur spécialiste de programmation des trajectoires. Il est au-dessus de l'Antarctique. Reprit un autre savant. Les Russes nous ont contactés au Pentagone. Ils veulent des informations détaillées, dit une jeune femme en combinaison blanche. Y a-t-il moyen de l'autodétruire demanda Harry. Non, général, dit Maximilien. Non d'une pipe. Présente-t-il des charges nucléaires questionna le général en saisissant un portable. Oui, général, lança un officier. L'impact est estimé dans combien de temps? À cette altitude et selon l'autonomie, l'impact serait dans 5 heures, expliqua la jeune femme. Quelles sont les zones géographiques menacées, dit le général. Le Condor est en vol stratosphérique. Il grimpe vers les hautes altitudes. Sa trajectoire est ascensionnelle. On estime qu'il pourrait menacer l'Arabie saoudite s'il ne se satellise pas, expliqua Maximilien, docteur en balistique des missiles. Il y a fuite de données, général. Le Condor refuse de s'autodétruire, expliqua la jeune femme, professeure de physique spécialiste de la dynamique des corps dans l'espace.